Suivre le Hackenberg par la visite extérieure des différents blocs et ensuite la visite intérieure pour situer Vécrin, l'entrée des munitions et matériel EM. Vous avez le parking, vous avez laissé votre voiture ou votre cheval. À partir de là, vous partez à pied sur la route goudronnée jusqu'à l'EH entrée des hommes. Ensuite, le parcours que nous allons suivre, c'est au travers de la forêt, le bois, jusqu'à la chapelle, les blocs B11, B12. Ensuite, un terrain en pleine forêt de terre pour visiter les B8, B9 blocs encore opérationnels. Ensuite, les différents fossés, les blocs et une petite série de blocs finaux B2, B3, B5 pour ensuite revenir à votre point de départ. Il n'y en a qu'une qui est belle, mais on dira passer la clé. L'orange. Je vois que tu vas aller travailler. Il avait été creusé un fossé anti-char protégé par le bloc 25. Ce fossé est terminé par un mur d'escarpement, ou mur anti-char, protégé par 4 blocs du 21 au 24. Ce mur fait quand même 800 mètres de long et 8 mètres de haut. Disons qu'ils vont résister pendant une bonne journée et demie. Il est dit dans les archives qu'en l'espace d'une minute et demie, les Américains vont être accueillis par 97 obus. Malheureusement, ils vont déplorer cette matinée-là 62 blessés et 8 tués. Ils vont essayer de réagir avec leurs chars. Ce sont des Sherman. Ces chars étant placés beaucoup trop loin, n'ont pas de dégâts. Un canon automoteur de calibre 155 mm. Méthodiquement et toujours aux mêmes endroits. Ils vont même finir par le traverser. Tous les dégâts qui ont été occasionnés par le tir de ce seul canon en l'espace d'une heure.
Messieurs, dames, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Mon prénom est Salvatore. Alors, vous avez opté pour le Hakenberg aujourd'hui, c'est très bien. Le Hakenberg est implanté ici, le voici, à environ une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau face à l'Allemagne. Il est étalé sur 80 hectares de terrain. Il est considéré comme le plus grand et le plus puissant ouvrage de toute cette ligne. Il se compose de 19 blocs, dont 15 blocs de combat, proprement dit. Les 4 autres blocs restants se définissent ainsi avec 2 blocs d'accès, ainsi que le casernement, transformé depuis maintenant un peu plus d'une quarantaine d'années en musée militaire pour relier tous ces blocs entre eux. Il y a sous cette colline un réseau de galeries. Il y en a pour 10 km. Il y a à l'intérieur 4 km de voies ferrées desservies par la petite rame. Alors, à partir de 1930, lorsque toutes les entreprises vont venir s'installer sur ce site, elles vont embaucher un peu plus de 2000 personnes. Ces gens-là vont travailler jour et nuit. Voilà, donc ici c'est le magasin principal. Il se compose de 9 cellules, comme celle que vous avez devant vous. Les wagonnets entraient remplis sur la droite, faisaient le tour, étaient déchargés au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ils en faisaient le tour et ressortaient de l'autre côté pour aller se mettre en place à la gare des munitions. Il était possible pour les soldats de stocker ici jusqu'à 400 tonnes de projectiles divers. Je vous parlerai uniquement de celui-ci parce que c'est le plus beau calibre de l'ouvrage. On l'appelle 135 mm, il a une masse de 20 kg. Il était possible de l'éjecter, de le faire aller jusqu'à pratiquement 6 km d'ici. Ici, il va être mobilisé un peu plus d'1 millier de soldats, entouré d'une trentaine d'officiers, 33 pour être précis, et de 120 sous-officiers. Il n'y aura pas d'attaque sur notre région, tous ces gens-là vont être obligés de se rendre à partir de la signature de l'armistice, le 22 juin 1940, mise en vigueur 3 jours plus tard. Ce n'est que le 4 juillet qu'ils sortiront d'ici, déposeront leur arme devant ces portes. Il en a donc fallu aux ingénieurs militaires séparer, voire protéger cet endroit de la partie dangereuse que vous venez de quitter. Ce dispositif se composait à cette époque-là tout d'abord, cette porte passe-souffle et coupe-feu. Elle était secondée par une autre porte, qu'on ne verra plus aujourd'hui. Vous voyez encore les gonds. Il y avait une alerte. La fermeture était ordonnée par le responsable du magasin de munitions. En tirant sur ce levier, ça lui permettait de libérer la force de ses crochets, que vous apercevez ici en bas. Ces 2 systèmes additionnés permettaient à cette porte de se fermer en l'espace de 5 à 7 secondes. Elle est entièrement blindée, bourrée de béton armé. Elle pèse 8 tonnes 350. De chaque côté, messieurs, dames, vous avez ici les cuisines de la troupe. Le matériel était également déjà venu dans notre foyer de cuisine. Ils y faisaient la vaisselle, nettoyaient leurs légumes et salades, etc. Une petite question d'ailleurs, à 10 centimes, c'est pas cher. La salade préfère en 1939 éventuellement. Alors, bien sûr, la salade dont je parlais, c'était plutôt la roquette, si vous connaissez. C'est une logique implacable, n'est-ce pas? Mais c'est une grosse bêtise, parce qu'à cette époque-là, la roquette n'existait pas. Je parle de celle qui explose. C'est venu bien après. Il s'agit de la cellule haute tension. Mai 1940, le réseau national subira des coupures. Le Hakenberg va se servir pour la première fois de son usine électrique. Cette usine se compose de 4 groupes électrogènes. Chaque moteur entraîne bien sûr une génératrice qui produit 240 kW. Il faut environ 20 bars de pression pour lancer un moteur. En cas d'alerte, 11 suffisait. En cas d'alerte, 11 bars. Ouais, c'est ça, 11 bars. Une fois que ces portes étaient fermées, ça permettait d'isoler cet endroit par rapport à un peu comme le sous-marin. L'air était aspiré à l'extérieur. Elle passait ensuite dans ces filtres, ce sont des filtres à charbon, afin d'y être régénérée.
bœuf, le sol que l'association a rénové. On appelle ça une tourelle à éclipse cuirassée. À l'intérieur de cette chambre de tir, il y a 2 lance-bombes de calibre 135 mm. Il était possible d'envoyer le but à un minimum de 320 mètres et ainsi de suite jusqu'à 6 km avec la dose de poudre maximum. Je vais vous faire une démonstration de la procédure de tir. Il fallait tout d'abord mettre la tourelle en position batterie. Voilà qui est fait. Je vais ensuite degrés, ce qui permettait de pouvoir envoyer des obus tous azimuts, de tous les côtés. Alors 21 personnes ici pour s'occuper de cet appareil, 21 dont 2 placées tout en haut dans la chambre de tir. Les douilles vides sont éjectées automatiquement. Elle va vous présenter un lancement. Le calibre étant le même, 135 mm. La portée de tir également, c'est variable, de 320 à 6 km au maximum. La procédure de tir, il fallait tout d'abord ouvrir le volet d'embrasure qui protège le tube sur l'extérieur. Ouvrir la culasse, dans quelques instants, vous devriez apercevoir le gros soleil mosellan. Alors bien sûr, je voulais parler de moi. Il suffisait ensuite d'introduire un obus, de fermer la culasse, de faire feu sur ordre en rabaissant ce levier. La mise à feu étant électrique à l'époque. Une fois le tir terminé, bien sûr, les soldats abaissaient la visière sur l'extérieur, ce qui permettait une protection